toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Master Mag. Aujourd'hui au sommaire des jeux indépendants, des jeux sérieux, de la mode et aussi de l'animation. On attaque directement donc avec un sujet qui va ravir notre public gamer, celui du salon des jeux indépendants et plus précisément de l'Indie Gamesplay. C'est ça. Samedi 28 mars, les groupes Events for Games et Game In ont organisé la 4e édition du Indie Gamesplay, le salon du jeu vidéo indépendant. Pour l'occasion, pas moins de 12 jeux originaux en avant-première ont été présentés avec des conférences et des stands de test. Les développeurs, à l'écoute de leur public, étaient évidemment présents pour parler de leurs projets, mais pas seulement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est venu sur ce salon. Déjà la première, c'est de pouvoir rencontrer le public et présenter notre jeu. Là on est en version alpha, donc c'est très important pour nous de pouvoir le faire tester à un maximum de monde pour avoir les retours et puis pour pouvoir le faire découvrir. Et puis également pouvoir rencontrer la presse, puisqu'hier il y avait une journée réservée à la presse, aux rencontres avec la presse. Et donc voilà, c'est double enjeu pour nous. Un double enjeu pour des studios peu connus du grand public et qui peinent parfois à se faire un nom à côté des plus grandes entreprises de jeux vidéo. Un problème qui soulève en tout cas la question de savoir où en est le jeu indépendant aujourd'hui et qu'est-ce qui fait sa force face aux autres produits. Donc c'est vraiment un marché qui prend de l'ampleur. Il y a plusieurs raisons. On retombe sur des gameplays qui sont à la fois novateurs et simples. Et des productions qui sont beaucoup moins coûteuses et pour des jeux qui sont beaucoup plus abordables pour le public. Donc finalement tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne et surtout les visiteurs qui se comptent par centaines. Tous étaient présents au rendez-vous pour pouvoir tester et découvrir de nouveaux jeux sur PC et console, mais aussi sur smartphone ou autres tablettes. Une après-midi dans la bonne humeur d'une communauté de passionnés regroupés pour l'occasion par l'organisateur de l'événement Thibaut Trampon. Donc Indie Gamesplay qui est organisé à Lille pour sa 4e édition, c'est un événement de présentation de jeux vidéo. Donc on a 10 studios qui viennent présenter leurs jeux. Il y a quelques conférences qui sont animées pendant toute la journée, une table ronde, du live art et des conférences sur la créativité, sur le développement des jeux. On organise aussi un vote du public qui permet au public de voter selon 3 critères, le gameplay, la créativité et leur coup de cœur. Donc on décerne 3 prix à la fin du salon pour récompenser les 3 jeux qui ont eu le plus de voix. Après avoir pu profiter des différents stands, les spectateurs sont donc allés voter. Des spectateurs qui étaient justement présents pour faire avancer les développeurs en donnant de précieux retours sur leurs jeux, mais aussi et surtout pour découvrir et apprendre de nouvelles choses. En ce moment dans mes études, je dois en faire des jeux vidéo, du coup je me suis dit que c'était une bonne source d'inspiration de venir ici pour voir ce qui se faisait en ce moment et quels étaient les étalons actuels. Tester des jeux parce que bon, c'est bien l'intérêt premier, aussi pour parler aux développeurs parce que bon, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler aux développeurs de jeux vidéo, c'est vrai, souvent c'est assez fermé. On peut pas aller dans leurs entreprises et dire bonjour, j'aimerais bien des informations sur votre jeu, non ça se fait pas. De plus les gros éditeurs on peut pas vraiment leur parler, tandis qu'eux ils sont là pour ça quoi, ils sont vraiment proches de nous et voilà, et aussi pour moi me faire un stage parce que je suis dans le domaine du jeu vidéo donc j'aimerais bien rentrer dans une entreprise. Un salon qui s'est donc déroulé sans encombre et dans les meilleures conditions puisqu'il a remporté un franc succès auprès des spectateurs et des développeurs. C'est donc sans surprise que l'événement se reproduira l'année prochaine. En attendant, il faudra prendre son mal en patience pour pouvoir apprécier les différents jeux qui ont été présentés puisque ceux-ci ne seront pas disponibles pour la plupart avant la fin de l'année. Alors Megdan est sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de ce petit reportage. Megdan, une question nous trotte un peu en tête. Quelle ambiance est-ce qu'on peut retrouver dans un salon de jeux indépendants à Lille ? Alors justement, une ambiance très conviviale. Alors c'est un public de gamers qui avait envie de découvrir ces nouveaux jeux, qui ont pu les tester exclusivement. Et justement, c'était un retour intéressant pour les développeurs qui étaient présents. Et est-ce qu'on a entendu dire de la part d'un des participants que c'était différent de jouer avec des jeux indés parce qu'on était plus proche du public ? Est-ce que vous avez, trouvé une certaine différence entre les jeux vidéo qu'on peut trouver dans la grande distribution et les jeux indés ? Bien sûr. Alors justement, les jeux indés, ils se diffèrent par leur création graphique, une jouabilité différente. Ils ont beaucoup moins de moyens, les studios indépendants, donc ils doivent se différencier par différents critères. Comme lesquels ? Comme la jouabilité justement et la création graphique, la bande son aussi.
Il faut vraiment se différencier parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Et donc, ils font aussi appel à des plateformes comme Kickstarter, c'est du financement participatif pour pouvoir financer leurs jeux. Est-ce que vous avez, enfin, pour la 4e édition, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez eu de bons retours par rapport aux participants? Justement, alors déjà les participants étaient très ravis parce qu'ils ne connaissaient pas ces jeux-là. Ils ont pu les tester, et alors ils ont découvert des jeux vraiment intéressants. Même moi, j'y ai pu y jouer, et c'était vraiment des jeux vraiment, vraiment bons. Même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, on voit vraiment que le résultat est vraiment flamboyant, quoi. Et au niveau de la tranche d'âge, est-ce qu'on est plus vis-à-vis d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes? Non, il y a un peu de tout en fait. On a vraiment vu, c'était vraiment une tranche de 7 à 77 ans comme on dit. Il y avait vraiment de tout. Et comme quoi le jeu vidéo, c'est un art qui plaît à tous et qui est disponible pour tous. Alors, est-ce qu'on va vers une démocratisation du jeu vidéo? Bah oui, pour moi déjà le jeu vidéo, c'est un art à part entière comme peut l'être le cinéma ou la musique. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup, Megdan. À suivre un sujet glamour qui touche à l'Institut catholique de Lille. C'est un défilé de mode proposé par les étudiants de la FGES. Un sujet de Mathilde, Anastasia et Charlotte. A eu lieu au 41 rue du Port, le défilé organisé par le collectif Ne défile pas en partenariat avec l'UNICEF. Ce projet, sur lequel seront notés les étudiants de la faculté de gestion, économie et sciences, a été choisi à l'unanimité. On a décidé en fait en projet d'initiative de choisir un défilé de mode au profit de l'UNICEF. En fait, on devait monter un projet, soit reprendre une association qui existait déjà, soit monter un projet. Donc on a décidé de monter un projet, donc un défilé de mode. Et c'est tout l'ensemble du groupe qui était partant pour un défilé de mode. On voulait choisir de reverser les fonds à une association et tous en commun, on était pour l'UNICEF. Il faut, selon les valeurs des gens, les normes et tout ça, il faut choisir une association. Et au commun, on était tous d'accord pour défendre l'UNICEF, pour les enfants. Enfin, c'est une cause qui nous touche. Si l'association Ne défile pas a réussi à organiser un événement d'une telle ampleur, c'est grâce aux différents projets qu'elle a su créer précédemment. On a fait un shooting photo, on a fait un vide dressing et à chaque fois, on a récolté des fonds pour financer cette soirée, sachant que les créateurs sont tous bénévoles et les boutiques, on n'a pas eu à les payer. Pareil, le traiteur, Laurent Tridon, c'est celui qui nous a aidés dans toute l'organisation. Il n'a pas joué juste le rôle de traiteur. Cette initiative de la FGES et de l'UNICEF est née d'une collaboration de longue haleine. Depuis septembre, on est en contact, non pas permanent, mais très fréquent. Et on a passé un contrat, parce que pour utiliser le logo UNICEF, c'est pas simple. Pour l'occasion, les étudiants de l'Université catholique de Lille se sont transformés en mannequins d'un soir. Pour moi, c'est un challenge parce que c'est la première expérience que j'ai vraiment en tant que mannequin, si je peux dire ça. Et l'idée, le fait que ce soit pour une association, je trouvais ça vraiment super et c'est vraiment ce qui m'a poussée surtout à participer à ce projet. Il y a une dizaine de passages à peu près, on est entre 4 et 5 par passage. Et donc à chaque passage, c'est un créateur différent qui va présenter ses vêtements donc grâce à nous. Et donc voilà, chaque créateur a choisi sa musique et on va défiler en fonction de ça. Des stylistes bénévoles qui sont venus faire découvrir leur création. J'ai mon association qui s'appelle Art Création Éthique parce que je fais aussi la mode éthique avec des créateurs qui sont en Afrique. Donc il y a des tenues qui vont passer ce soir, des créations textiles que j'ai réalisées justement avec ces créateurs. Disons que c'est une mode qu'on fait sous forme de partage de savoir-faire. Mais derrière chaque événement de ce type, l'UNICEF n'espère pas seulement récolter des fonds, mais surtout toucher le plus grand nombre. L'une des priorités, c'est l'engagement des jeunes. Et donc, à tous les niveaux de la vie scolaire, on a des relais, des structures relais UNICEF, comme ici d'ailleurs, et comme dans d'autres facultés. Et ces structures relais, le but principal, c'est de sensibiliser le milieu dans lequel ils se trouvent. C'est pas de ramener de l'argent, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord de sensibiliser le milieu étudiant dans lequel s'y trouve. 1 000 € de recettes ont été récoltés à l'issue de cette soirée. Ils seront reversés par la suite au siège de l'UNICEF à New York. Alors Mathilde, bonjour. Bonjour Sonia. Alors on se dit, directement, un défilé de mode à la fac, c'est pas banal. Donc est-ce que ça a rameuté les foules, l'événement a rameuté? Écoute, oui, ça a amené pas mal de personnes. Il y avait même des gens qui étaient debout en fait. Donc ils devaient laisser rentrer tout le monde et ça a bien marché. Et juste des étudiants de la Cato? Non, des gens aussi extérieurs. Donc il y avait aussi les familles par exemple des mannequins et des gens de l'extérieur, ils pouvaient aussi venir.
Ah, super. Et donc les participants, j'ai cru comprendre donc du traiteur jusqu'au mannequin, en passant par les créateurs de mode, tout le monde était bénévole. On se dit qu'il y a aussi forcément dû y avoir quelques obstacles sur la route de la création de cet événement. Écoute, non, pas tant que ça, vraiment. Après, je sais que par exemple, les filles, les organisatrices étaient un petit peu stressées, mais vraiment, elles n'ont pas eu de problème majeur lors de la création du défilé. Pas de petits problèmes lors du défilé, pas de chute mémorable. Non. C'est un peu dommage. Ça aurait été drôle, mais... Et donc, on a pu observer le vice-président du comité Nord de l'UNICEF. Est-ce que d'autres personnalités de l'UNICEF étaient présentes ce jour-là? Oui, ils étaient 10 en fait dans le public et lui en fait. Et ils étaient venus voir. Ils ont bien aimé, ils ont apprécié. Et oui, donc voilà, en fait, on en est arrivé là au niveau des retours. Oui, ils étaient assez contents. Oui, ils étaient très contents parce que ça a bien marché. Et, le public aussi était très content, les mannequins aussi, donc c'est plutôt positif. Au niveau, donc ça a déjà été dit, mais on va le rappeler, combien est-ce qu'on a pu récolter lors de cet événement? Oui, on a eu 1 000 € en tout, donc c'est pas mal. Merci beaucoup Mathilde. De rien. Alors tout de suite maintenant, on attaque avec les Serious Games, un sujet sérieux et grave, comme ça peut avoir été dit, un sujet de Azaria, Élise et Marie. Jeudi 26 mars avait lieu à l'Université catholique de Lille les Serious Games. De 13h30 à 17h30, des professeurs se sont retrouvés autour de divers ateliers pédagogiques allant de jeux de société aux jeux de rôle. Le but, Jean-Charles Callier l'explique. Les Serious Games, ce sont des jeux sérieux. On peut dire aussi une sorte de gamification, une façon de jouer avec un but, je dirais, qui n'est pas forcément de gagner, mais de comprendre, d'apprendre. Donc des jeux sérieux qu'on utilise parfois en enseignement, dans la pédagogie. Alors ici, c'est une journée particulière, donc c'est un atelier pédagogique dans lequel on a réuni une quarantaine de professeurs, pas uniquement des enseignants, mais beaucoup d'enseignants. Et on les a répartis en 3 équipes. Et chacune des 3 équipes a fabriqué un jeu sérieux différent. Il y a une équipe qui a fabriqué un jeu de société, une autre un jeu vidéo et une 3e un jeu de rôle. Et donc pendant 1h30 à peu près, presque 2 heures, chaque équipe fabrique 3 jeux. Et ensuite, on demande à des joueurs de changer d'équipe et à d'autres de rester. On fait ça parce qu'on veut montrer déjà à des enseignants ce que sont des jeux sérieux et comment ils pourraient les utiliser dans leurs cours, éventuellement. Et donc dans l'atelier, ils fabriquent des jeux, ils y jouent. Et la 3e partie, qui aura lieu juste après, on va débriefer, c'est-à-dire qu'on va discuter entre nous, avec ces enseignants, quelles ont été leurs difficultés de fabriquer le jeu. Est-ce qu'ils ont la sensation que ce jeu pourrait leur être utile, s'ils sont profs de mathématiques, de biologie, de philosophie. Et puis on va leur demander aussi leurs impressions. Quelles ont été leurs impressions quand ils ont joué? Sous-entendu, quelles pourraient être les impressions de leurs élèves s'ils utilisaient des jeux en cours. Donc c'est vraiment important, si on veut que des profs utilisent des Serious Games, de leur apprendre à en faire, mais aussi à les vivre. Après avoir participé aux Serious Games, les professeurs présents ont souhaité réagir. Ce qui ressort, une conquête plus ou moins réussie. Servir, je ne sais pas, une utilité immédiate, non, ça c'est sûr. Par contre, me faire réfléchir sur certaines de mes approches, oui. Oh, c'est des mises en situation qui sont assez intéressantes. C'est notre quotidien de faire du jeu de rôle avec l'étudiant, mais là, l'intérêt, c'était de vivre une situation qui sort un peu de son contexte, avec des problématiques, notamment sur l'éthique, que je n'ai pas à traiter, moi, dans mon cadre de prof de market. C'était très drôle, déjà. On a passé un bon moment et puis on a au début eu un petit peu de difficulté à entrer dans le jeu, mais assez rapidement chacun a pris son rôle bien au sérieux et on a réussi à avoir des résultats sympathiques. Bon, alors je participe souvent, donc je suis peut-être pas tout à fait impartiale, mais oui, j'apprécie cette ambiance où on décloisonne beaucoup et c'est l'occasion aussi de tester de nouvelles méthodes. Une conclusion donc positive à la suite de ces ateliers qui ont su ravir les enseignants. Un événement pédagogique au service des professeurs et des étudiants qui sera renouvelé l'année prochaine. Alors Élise, bonjour. Bonjour. La première question qui nous vient en tête, en fait, assez naturellement, c'est Serious et Game dans la même phrase. Fatalement, ça fait un peu bizarre. Oui, c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais après, comme l'a expliqué Jean-Charles Callier,
c'est des jeux qui se veulent sérieux car ils se veulent pédagogiques pour les étudiants et les professeurs pourraient s'en servir plus tard dans leur classe. Et du coup, il y a des jeux de société et des jeux vidéo qui, là, sont vraiment sérieux. Les jeux de rôle, ça les amuse un peu parce que c'est des petites scénettes, en fait, qui font. Et c'est des mises en situation. Et du coup, les profs sont assez intéressés et contents. Alors justement, on a bien vu que les professeurs étaient assez intéressés par les serious games. Mais en ce qui concerne, par exemple, les jeux de rôle, quid des étudiants? Parce qu'on se dit, par exemple, encore une fois, pour les jeux de rôle, on va peut-être avoir un peu de mal à les faire entrer dans le jeu. C'est vrai que les profs, pendant les jeux de rôle, ont été un peu... ils se demandaient comment est-ce qu'ils réagiraient si cette scène arrivait en classe. Après, finalement, il y avait la personne qui menait le jeu, qui a expliqué, il faudrait que vous faites ça, ça, ça. Et c'est vrai que pour les étudiants, ça peut aussi aider parce que c'est pédagogique. Et pour plus tard, c'est vrai qu'ils apprennent de façon un peu plus ludique. Et les profs, eux aussi, c'est une forme un peu pédagogique. Et ça leur apprend des différentes façons d'enseigner pour le futur. Vous seriez tenté par les serious games, Alice? Pas sûr, mais après c'est vrai que si un professeur utilise ces méthodes, ça peut être intéressant pour ceux qui sont peut-être pas forcément fans de l'école ou de l'université. Voilà. Donc vous pouvez lui prédire un grand avenir. J'espère pour eux. Merci beaucoup, Merci. Alice. Alors tout de suite, on attaque avec la fête de l'animation, un événement qui n'était à ne pas louper. Tourcoing, jeudi 26 mars. Il ne reste plus que 24 heures aux artistes avant le lancement de la fête de l'anime. Mais c'est quoi la fête de l'anime ? Donc c'est un week-end intense dédié aux films d'animation et aux arts numériques. Et donc là, c'est la première année dans le cadre de la fête de l'anime qu'il y a un atelier mapping sur 3 jours. Voilà. À cette occasion, 9 équipes composées d'étudiants en école d'animation et de professionnels ont travaillé pendant 72 heures pour ce mapping projeté sur la façade de l'Opéra de Lille. Ils ne sont pas en compétition sur ce challenge-là, en effet, mais du coup, ils se sont répartis des séquences musicales et du coup, ils vont essayer de travailler. Ils travaillent chacun sur une partie, mais pour faire un rendu qui soit cohérent. Voilà. Donc, ce n'est pas une compétition, c'est plutôt un travail de groupe, là. Vraiment, le mapping sur la façade de l'Opéra, c'est vraiment l'ouverture du festival, donc l'ouverture ouvert au public, on attend beaucoup de monde, du coup c'est gratuit et du coup ça lance vraiment par quelque chose de spectaculaire, à la fois spectaculaire et en même temps c'est fait là ces jours-ci au dernier moment avec ces étudiants qui viennent de la région mais aussi de Belgique, d'Irlande, voilà. Ouais, j'ai bien aimé les passages avec les hippopotames, j'ai trouvé ça très joli et je trouvais ça sympa le fait qu'il y ait plusieurs artistes différents parce que ça se voit carrément et c'est vraiment... c'était très joli. Lillois, Belges et Irlandais ont collaboré pour faire de ce lancement de la fête de l'anime un moment exceptionnel. Pour les équipes, ces 3 jours ont été riches en émotions. C'était assez intense, du 9h, 2h du matin, sauf le dernier jour, on n'a pas dormi cette nuit là, on a réussi à tout boucler dans les temps et voilà, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, par contre j'ai pas encore vu le film en entier parce qu'on était en train de dormir et on est arrivé à la bourre là. Et du coup on va regarder, ouais. Alors si comme William, vous ne l'avez toujours pas vu, on vous laisse admirer. Élise, bonjour. Tu n'es pas du tout Sophie, Élise, c'est pas grave. ça tombe bien, tu t'appelles Sophie, et nous le savons maintenant. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci Bien. d'être présente sur le plateau. La première question qu'on se pose donc cette fois-ci, c'est combien de personnes présentes pour un événement de cette ampleur? Alors, on n'a pas de chiffre précis, mais ils ont estimé, enfin, ils ont dit des milliers de personnes. Et c'est vrai qu'on voyait C'est les précis. photos. Ouais. Oui, voilà. Après, on a vu pas mal de photos sur les réseaux sociaux. C'est un raz-de-marée finalement de personnes qui sont venues voir. Et en plus, c'était un vendredi soir, donc
parfait pour tout le monde qu'ils puissent venir. Pardon. Des jeunes, des familles, des enfants? De tout. Il y avait des jeunes, il y avait plein d'enfants, qu'en plus ils étaient tous bouche bée devant cet événement. Et puis des amis, la famille, tout le monde est venu. Alors le mapping, on en avait déjà entendu parler à Lille lors la fois où ça avait été fait sur la façade de la Treille. C'était un grand moment, on avait eu beaucoup de bons retours. Alors cette fois-ci, est-ce que ça a aussi bien fonctionné? Malheureusement, les retours ont été plutôt négatifs. Ce que la Treille en fait a été très marquant. Et tout le monde se souvient vraiment de la Treille, nous on les entendait parler, oui mais c'est pas aussi bien que la Treille, tout ça. Et finalement ce que les gens ne sont pas rendus compte, c'est qu'ils ont eu que 3 jours pour le faire, 72 heures, sachant que comme l'expliquait William, du coup l'un des artistes, c'était du 9h, 2h du matin, des fois des nuits blanches, tout ça. Et donc en 3 jours, je pense que c'est un travail qui était quand même pas trop mal fait. Ah oui, non, c'était plutôt assez impressionnant. Ouais. Mais 3 jours, c'est assez court pour un événement de cette ampleur. Ouais. En fait, c'est dans le cadre donc, de la fête de l'animation et c'était un peu une sorte de challenge en fait. Il fallait voir en 3 jours ce qu'on était capable de faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait et puis je trouve que c'est un pari réussi. Bah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sophie/Elise. Merci d'être venue. Et tout de suite, nous allons voir un sujet qui, personnellement, ne me plaît pas du tout et je pense que ça sera la même chose pour les enfants, celui des mathématiques. Alors, on voit ça tout de suite. Un sujet de Arthur, Jean-Loup et Megdan. En partenariat avec la CAAC Rectorat de Lille, le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq accueillait du 19 au 22 mars la fête des maths et des jeux. Tours de magie, jeux de société géants, constructions, énigmes et plein d'autres surprises étaient réservés aux enfants. Alors quand on demande à Benoît Hachin, professeur de mathématiques et créateur de cette fête, l'objectif de celle-ci, la réponse se fait immédiate. C'est très clair, dédramatiser les mathématiques, montrer qu'elles peuvent être ludiques, décalées, artistiques. Donc on propose des tas d'activités qui partent dans ce sens-là, quoi. La fête se veut avant tout conviviale et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle est ouverte à un public large. C'est surtout les enfants qui viennent donc en scolaire forcément, en étant accompagnés par leurs enseignants et le samedi et le dimanche on a donc un public un peu plus familial. Là c'est papa, maman, grand-père, grand-maman qui viennent faire des maths dans la joie et la bonne humeur. L'occasion pour les enfants et les adultes donc d'aborder cette matière pas toujours appréciée de tous sous des formes plus ludiques qu'habituellement. Delphine Vachon, professeure des écoles en CE2, nous explique concrètement l'intérêt de ce type de sortie. Alors l'intérêt éducatif, c'est de faire des mathématiques sous forme de jeu. En classe, c'est vrai qu'on est en grand groupe, c'est toujours difficile d'installer des ateliers de jeux et de faire des jeux à 30. Là, ils sont en petits groupes, ils font des mathématiques sous une forme un peu différente qu'en classe. Ce type de jeu permet aux élèves de leur apporter une nouvelle vision des mathématiques, mais est-ce que cela peut réellement les faire progresser dans le domaine? Là encore, la réponse est claire. C'est tellement une certitude que dans les prochains programmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le collège, par exemple, en ce moment, on va avoir des nouveaux programmes, des nouveaux horaires, et en mathématiques vont apparaître dans le programme la notion de jeu sérieux. Les jeux d'échecs, les jeux de bridge, les jeux de dames, qui sont des jeux, mais qui nécessitent de la logique, de l'anticipation, et ce sont des éléments qu'on retrouve dans le raisonnement mathématique. Des jeux sérieux qui étaient à l'honneur ici, au Forum des sciences. Certains ont d'ailleurs rencontré plus de succès que d'autres, comme nous le raconte Timéo. C'est plus le puissance 4 parce que je suis habituée avec la garderie et les jeux de maths, ça me plaît beaucoup. C'est plus des 1 plus 1, 2 fois quelque chose et tout. C'est pas pareil. Ouais, c'est mieux. Chaque année depuis 10 ans, cette fête reçoit pendant 4 jours plusieurs centaines de visiteurs de tous âges. Tous avec l'envie de découvrir un nouveau visage des mathématiques et le pari semble réussi. C'est donc sans surprise que vous pourrez retrouver toutes ces activités l'année prochaine. Alors Arthur, bonjour. Bonjour Sonia. La première question que je me pose dans ce moment-là, c'est dans quel état d'esprit on peut retrouver l'enfant une fois qu'il est face au Forum des sciences et aux mathématiques? Alors tout de suite Sonia, quand tu dis à un enfant qu'on va aller au Forum des sciences, qu'on va faire des maths, forcément il n'est pas très joyeux. Mais après, une fois que les enfants sont arrivés donc à l'entrée du Forum des sciences, ils ont vu tous les jeux, toutes les activités à faire et tout de suite leur visage s'est transformé. Et voilà, c'était sourire et rire, quoi. Alors, est-ce qu'on arrive à faire aimer les mathématiques aux enfants ? Au début, c'est difficile, c'est ce que nous disait donc le professeur qui était là. C'est un peu compliqué parce qu'ils partent avec des a priori. Mais après avoir joué avec les accompagnateurs et après avoir appris un peu à découvrir les maths sous une autre facette, c'est différent et oui, ils ont apprécié après.
Il y a quelque chose qui m'a un peu, qui m'a juste choqué un tout petit peu, c'est qu'il n'y a pas de parents en fait finalement. Pourquoi? En fait, c'est parce que le jour où nous sommes allés faire le reportage, et même en fait, donc le reportage s'est passé sous 3 jours différents, le vendredi, samedi et dimanche. Et là, le samedi, en fait, le vendredi, pardon, c'était seulement des sorties scolaires. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de parents. Et au niveau des enfants, est-ce que vous avez eu quelques retours, qu'ils soient positifs ou négatifs? Ah oui, bien sûr, on a interviewé quelques enfants et voilà, ils ont adoré les jeux, ils ont adoré pouvoir faire des maths, mais d'une autre façon. Ils nous ont même dit que c'était mieux qu'en cours et que s'ils pouvaient justement faire ça à l'école, ce serait bien mieux, quoi. Oh, et vous, Arthur, est-ce que vous êtes devenu meilleur en maths depuis? Moi, j'ai toujours été mauvais en maths, j'ai toujours détesté ça, donc c'était assez intéressant de voir les maths de cette façon-là. Et c'est vrai que ça aurait été, je pense, beaucoup plus productif pour nous de faire des maths sous une autre façon, moins théorique et peut-être plus concrète avec des exercices drôles et sympas à faire avec nos profs. Un exercice qui a de l'avenir, donc. Voilà, je pense, oui. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Sonia. Alors, c'était le Master Mag. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine fois.